Bonjour à tous, je vous présente dans ce cours les articulations de l'épaule. Le plan du cours est le suivant. On commence par une introduction, après on verra les articulations de l'épaule. On a l'articulation scapulo-humérale, l'articulation sternocostoclaviculaire, l'articulation acromioclaviculaire, l'espace de glissement sous-deltoïdien et l'articulation scapulo-thoracique. L'introduction, voilà le complexe articulaire de l'épaule qui relie le thorax aux membres thoraciques. Il est formé par plusieurs articulations. Donc, le complexe articulaire de l'épaule est un ensemble articulaire, plusieurs articulations, donc un ensemble proximal supérieur qui assure le lien entre le thorax et le membre thoracique. Les différentes articulations qui le composent doivent répondre à deux critères. Le premier critère, c'est la mobilité. Donc, un besoin fort de grande mobilité. Ce complexe articulaire est très sollicité au quotidien. Permet des mouvements répétés toute la journée, des mouvements pour manger, pour s'habiller, pour se coiffer, et ainsi de suite. Donc, c'est l'articulation la plus sollicitée du corps humain. Le deuxième critère, c'est la stabilité. Ce complexe articulaire doit être stable. Le complexe articulaire de l'épaule est constitué par 5 articulations synergiques. Synergique veut dire que les articulations ont la même fonction et simultanée, c'est-à-dire fonctionnent en même temps pour aboutir à un objectif commun qui est la mobilité du membre thoracique. Les articulations sont, on a 3 articulations vraies, l'articulation scapulo-humérale entre la scapula et l'humérus, articulation sternocostoclaviculaire et articulation acromioclaviculaire. Ce sont de vraies articulations, c'est des articulations synoviales mobiles qui présentent des surfaces articulaires, une cavité articulaire et des moyens d'union. Les deux autres articulations sont de simples espaces de glissement. On a l'espace de glissement sous-acromio-deltoïdien ou la bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne et l'articulation scapulo-thoracique. C'est un espace de glissement situé entre la scapula et le thorax. Voilà le complexe articulaire de l'épaule sur une vue antérieure. On commence par l'articulation scapulo-humérale. C'est l'articulation proximale, l'articulation supérieure du membre thoracique. Elle relie le tronc ou le thorax au membre thoracique. C'est une diarthrose. C'est une articulation synoviale mobile de variété sphéroïde. La tête humérale ici a la forme de sphère. Donc, c'est une articulation sphéroïde. Elle est très mobile. C'est l'articulation la plus mobile du corps humain, mais assez fragile. Donc, la tête humérale est grande par rapport à la cavité glénoïde. Quand vous voyez, la tête humérale est grande par rapport à la cavité glénoïde. Un mouvement violent ou un choc peut la faire sortir de son emplacement. Donc, un mouvement violent peut faire sortir la tête humérale de son emplacement et provoque ce qu'on appelle la luxation. La luxation, c'est la désarticulation de l'articulation.
c'est-à-dire c'est la perte de contact entre les surfaces articulaires. Les surfaces articulaires sont en nombre de 3. Elles sont encroûtées de cartilage, c'est-à-dire elles sont tapissées ou recouvertes de cartilage. On a du côté de la scapula, on a la cavité glénoïde. Du côté de l'humérus, on a la tête humérale. La troisième surface articulaire est un moyen d'adaptation. C'est le labrum ou le bourrelet glénoïdien. Voilà, ce schéma montre les 3 surfaces articulaires de l'articulation scapulo-humérale. Cavité glénoïde, tête humérale et labrum ou bourrelet glénoïdien. On va décrire chaque surface à part. La cavité glénoïde, la voilà. Elle a une forme ovalaire à grosse extrémité inférieure. Regardez, la forme de la cavité glénoïde est ovale. Et l'extrémité inférieure est plus grosse par rapport à la supérieure. Donc ovalaire à grosse extrémité inférieure. Elle est peu concave, presque plane. Donc cette surface articulaire est presque plane. Elle est peu concave, représente une petite concavité, une légère concavité. Sa situation, elle est située à l'angle supérolatéral de la scapula. Son orientation, la cavité glénoïde regarde en haut, en avant et en dehors. La cavité glénoïde regarde en haut, en avant et en dehors. Deuxième surface articulaire, c'est la tête humérale. Voilà la tête humérale. La tête humérale représente le 1/3 d'une sphère de 30 mm de rayon. Donc on a une sphère de 30 mm de rayon. La tête humérale représente juste le 1/3. Elle regarde en haut, comme la cavité glénoïde, en arrière et en dedans. Donc la tête humérale est située en dehors, donc elle doit regarder en dedans. L'humérus, il est situé en dehors par rapport à la scapula. Donc sa tête, la tête humérale, est en dehors par rapport à la cavité glénoïde. Donc elle doit regarder en dedans. Le contraire pour la cavité glénoïde est situé en dedans par rapport à la tête humérale. Donc elle doit regarder en dehors. L'angle cervico-diaphysaire est de 130 degrés. La troisième surface articulaire est représentée par le labrum ou le bourrelet glénoïdien. Bourrelet glénoïdien ou le bourrelet glénoïdial. C'est un anneau fibrocartilagineux. Bon, sa constitution est fibreuse et cartilagineuse. S'insère au pourtour de la cavité glénoïde. Il s'attache au pourtour de la cavité glénoïde. Son rôle, c'est un moyen d'adaptation qui augmente sa surface et accroître sa profondeur. On a dit que la tête humérale, que la cavité glénoïde est peu concave. Elle est presque plane. Donc ce bourrelet vient pour accroître sa profondeur. Il rend la cavité glénoïde profonde. Il la rend concave. Et il augmente aussi sa surface. Les moyens d'union sont représentés par la capsule. Bien sûr, entre les surfaces articulaires qui sont la cavité glénoïde, la tête humérale et le bourrelet. Ça, c'est une coupe frontale de l'articulation. Ça, c'est une vue antérieure de l'articulation. Et ça, c'est une coupe frontale de l'articulation. On voit ici la coupe frontale de la cavité glénoïde,
La coupe frontale, c'est une coupe effectuée dans un plan frontal. La coupe frontale de la tête humérale. Et ça, c'est la coupe frontale du bourrelet glénoïdal. Entre les surfaces articulaires, on a une cavité articulaire, une cavité. Ces surfaces articulaires sont unies par une capsule et par des ligaments. Donc la capsule articulaire, elle est faite de deux membranes. Une membrane fibreuse périphérique, c'est celle-ci. C'est un manchon fibreux. Donc la membrane fibreuse est un manchon fibreux qui s'insère au pourtour des surfaces articulaires et va recouvrir l'articulation. Il a la forme d'un manchon, comme la manche d'un pull. Lâche et fragile. Cette membrane fibreuse est fragile. Elle s'insère, elle s'attache au pourtour des surfaces articulaires, c'est-à-dire au pourtour de la cavité glénoïde, au pourtour de la tête humérale et à la face périphérique du labrum. Donc, autour des surfaces articulaires et sur la face périphérique du labrum. Ce labrum a trois surfaces. Une face inférieure qui adhère à la cavité glénoïde, c'est une face osseuse. Elle répond à la cavité glénoïde. Une face interne qui est encroûtée de cartilage. Donc, elle continue la cavité glénoïde. Et une face périphérique, celle-ci, c'est cette surface périphérique qui répond à la capsule, à la membrane fibreuse de la capsule. Cette capsule, ou la membrane fibreuse de la capsule, représente, comme vous voyez ici, un repli. Donc elle va se replier et former le repli capsulaire axillaire. Donc la capsule à sa partie inférieure, elle va se replier et donne ce qu'on appelle le repli capsulaire axillaire. Ce repli facilite l'abduction, c'est-à-dire l'éloignement du membre thoracique du tronc. La deuxième membrane, c'est la membrane synoviale. Donc la capsule est formée de deux membranes, une membrane fibreuse périphérique extérieure et une membrane synoviale qui est en dedans. Elle tapisse la capsule en dedans. Donc elle tapisse la face profonde de la capsule. Elle s'insère à la périphérie des surfaces articulaires. Comme la membrane fibreuse de la capsule, la membrane synoviale, elle s'insère aussi à la périphérie ou autour des surfaces articulaires. Voilà la membrane synoviale. Ce que vous voyez en rouge ici, c'est la coupe frontale de la membrane synoviale. Cette membrane synoviale, elle délimite la cavité articulaire. Regardez, la cavité glénoïde, la tête humérale, le labrum. Le labrum est un anneau, mais comme c'est une coupe frontale, vous voyez ce triangle avec trois faces, inférieure qui adhère à l'os, interne ou médiale qui est encroûtée de cartilage et périphérique qui adhère à la capsule. Voilà la membrane synoviale qui tapisse en dedans la membrane fibreuse de la capsule. Elle engaine le tendon du long chef de biceps. Le muscle biceps, qui est un muscle de la loge antérieure du bras, a biceps, donc il a deux chefs, un chef long et un chef court. Le chef long du biceps s'insère ou s'attache
à la partie supérieure de la cavité glénoïde, au niveau du tubercule supraglénoïdal. Ce long chef traverse la cavité glénoïde. Il est tapissé ou il est engainé par la membrane synoviale. Voilà le tendon du long biceps qui est tapissé par la membrane synoviale. Bien évidemment, ce tendon va rejoindre le tendon du court biceps. Ils vont former le muscle biceps. Les moyens d'union, on a vu la capsule. Deuxième moyen d'union est représenté par les ligaments passifs. Les ligaments passifs, on a le ligament coraco-huméral, comme le nom indique, il relie l'apophyse coracoïde à l'humérus. C'est le plus résistant. Ce ligament est le plus résistant. Les ligaments passifs représentent des épaississements de la capsule. La capsule ou la membrane fibreuse de la capsule, la voilà. À certains niveaux, elle s'épaissit, elle devient épaisse et forme les ligaments passifs. Donc, le ligament coraco-huméral, c'est le plus résistant. Son origine coraco, donc il s'attache, il naît au niveau du processus coracoïde. Il se termine en deux faisceaux sur les tubercules majeurs et mineurs de l'humérus. Voilà, le ligament coraco-huméral, il est formé par deux faisceaux qui se terminent chacun un sur le tubercule majeur et l'autre sur le tubercule mineur. Les deux faisceaux sont unis par le ligament transverse. Les deux faisceaux sont unis, sont reliés par le ligament transverse. Ce ligament va transformer le sillon entre les deux tubercules, le sillon intertuberculaire, en un canal ostéofibreux. Entre les deux tubercules, on a un sillon ou une gouttière. Ce ligament, le ligament transverse, il relie les deux faisceaux du ligament coraco-huméral. Il descend en bas et va transformer ce sillon en un canal ostéofibreux dans lequel passe le chef long du biceps. Deuxième ligament passif, c'est le ligament gléno-huméral. Gléno-huméro, parce qu'il est formé de trois chefs ou de trois ligaments. Regardez, on a 1, 2, 3, formant un Z. Les ligaments gléno-huméraux. Ils vont de la cavité glénoïde vers l'humérus. On a le supérieur, le moyen et l'inférieur. Le supérieur, il naît de la partie supérieure du bourrelet glénoïdien, bien sûr, et de la partie adjacente de la cavité glénoïde, et se termine sur la partie supérieure du tubercule mineur. Le moyen, il naît juste au-dessous du précédent, c'est-à-dire juste au-dessous du ligament supérieur, et se termine à la partie inférieure du tubercule mineur de l'humérus. L'inférieur, il naît à la partie inférieure du bourrelet glénoïdien et se termine sur le col chirurgical de l'humérus. Voilà les ligaments gléno-huméraux, le supérieur, le moyen et l'inférieur. Ces trois ligaments délimitent deux interstices, délimitent deux espaces dans lesquels la capsule
est fine et fragile. Donc ces ligaments ont la forme un Z. Entre les ligaments, on a deux espaces ou deux interstices dans lesquels la capsule est fine. Elle est fine et fragile. On a le premier espace, c'est le foramen ovale de Weitbrecht, entre le faisceau supérieur et le moyen. Le deuxième espace, c'est le foramen de Rouvière, entre les faisceaux moyens et inférieurs. J'ai dit que c'est des interstices ou des espaces où la capsule est fragile. Donc, par ces espaces, la tête humérale peut sortir au cas de luxation. Toujours les ligaments, on a vu les ligaments passifs, maintenant les ligaments actifs. Les ligaments actifs sont représentés par les tendons des muscles périarticulaires, les tendons des muscles qui sont autour de l'articulation scapulo-humérale. Les ligaments passifs sont des épaississements de la capsule. Les ligaments actifs sont les tendons des muscles qui entourent l'articulation périarticulaire, qui sont près de l'articulation. Les tendons, on les appelle aussi coiffe des rotateurs. Ces muscles qui entourent l'articulation, appelés muscles rotateurs, leurs tendons représentent la coiffe des rotateurs. Ces ligaments actifs vont stabiliser la tête humérale au cours de l'abduction. Ils rendent la tête humérale stable au cours de l'abduction. Constitué d'avant en arrière par les tendons des muscles suivants, le muscle subscapulaire, donc ça c'est une vue antérieure de l'articulation, vue antérieure de la scapula et de l'humérus, et ça c'est une vue postérieure. Voilà l'épine de la scapula et l'acromion. Donc le muscle subscapulaire, son tendon, bien sûr, représente un ligament actif pour l'articulation scapulo-humérale. Le lombiceps, le tendon du muscle lombiceps. Le supraépineux, au-dessus de l'épine, son tendon, c'est un ligament actif. L'infraépineux, voilà son tendon. Et le petit rang. Donc voilà les tendons de ces muscles, le subscapulaire, le lombiceps, le supraépineux, l'infraépineux et le petit rang. Leurs tendons représentent les ligaments actifs qui stabilisent la tête humérale. Pour l'anatomie fonctionnelle, c'est-à-dire les mouvements assurée par cette articulation, on a dit que c'est une articulation très mobile, c'est l'articulation la plus mobile du corps humain. C'est une articulation sphéroïde, donc 3 degrés de liberté. Elle permet des mouvements dans les 3 plans de l'espace. Mouvements d'antépulsion et de rétropulsion ou flexion et extension. Mouvements d'abduction et d'adduction et des mouvements de rotation. L'antépulsion et la rétropulsion, exécutées où les mouvements sont faits dans un plan sagittal, un plan vertical et qui va de l'avant vers l'arrière, autour d'un axe transversal. Le plan sagittal, son axe perpendiculaire et un axe transversal, où l'axe perpendiculaire au plan sagittal est transversal. Dans ce plan se font les mouvements d'antépulsion ou flexion, c'est la projection du bras vers l'avant
Et le mouvement contraire, le degré, donc ce mouvement peut aller, l'amplitude peut aller jusqu'à 180 degrés. Et le mouvement contraire, c'est la rétropulsion ou l'extension qui projette le bras vers l'arrière. L'amplitude est de 45 à 50 degrés. Donc pour plus de détails, donc ce mouvement, le degré d'antépulsion est généralement il est de 60 degrés. Lorsqu'on projette le membre thoracique ou le bras vers l'avant, l'amplitude est de 60 degrés. Si la scapula est fixe, si la scapula bascule, c'est-à-dire si la scapula bouge, on peut la bascule de la scapula va amplifier le mouvement, c'est-à-dire l'amplitude du mouvement va augmenter et peut aller jusqu'à 180 degrés. Deuxième mouvement, c'est l'abduction et l'adduction. Ils sont exécutés dans un plan frontal, un plan qui est parallèle au front, un plan vertical et qui va de droite à gauche, autour d'un axe sagittal. Donc, le plan frontal, l'axe perpendiculaire au plan frontal, c'est l'axe sagittal. On a le mouvement d'adduction qui porte le bras en dedans. Le mouvement d'adduction, il porte le bras en dedans. Le mouvement, l'amplitude est minime, elle est de 10 degrés. Mais si le mouvement est couplé à une antépulsion, l'amplitude peut aller jusqu'à 30 à 45 degrés. Le mouvement d'adduction, j'ai dit, l'amplitude est de 10%, il est arrêté par la rencontre du membre thoracique avec le tronc. C'est pour ça que l'amplitude est minime. Mais si on fait une flexion ou une antépulsion, on peut aller jusqu'à 30 à 45 degrés. L'abduction, elle porte le bras en dehors, l'éloignement du bras de l'axe du corps. Si la scapula est fixe, l'amplitude est de 90 degrés. Regardez, l'abduction, l'éloignement du membre de l'axe du corps. Regardez, la scapula est fixe ici. L'amplitude est de 90 degrés, c'est-à-dire la scapula est en place, elle ne bouge pas. Si la scapula est libre, c'est-à-dire elle bascule, elle bouge, le mouvement peut aller jusqu'à 180 degrés. Donc ici, scapula fixe, c'est-à-dire la scapula est en place, elle ne bouge pas. On peut faire un mouvement d'abduction, mais il peut aller jusqu'à 90 degrés. Si la scapula bouge, elle bascule en dehors, donc le mouvement s'amplifie et peut aller jusqu'à 190 degrés. Le troisième mouvement, c'est la rotation ou les rotations. Rotation médiale et rotation latérale. Les mouvements de rotation sont exécutés ou sont réalisés dans un plan transversal, bien évidemment autour d'un axe vertical. Se font à coude fléchi à 90 degrés. Les mouvements se font à coude fléchi à 90 degrés. On a la rotation latérale qui porte le bras en dehors. L'amplitude est de 90 degrés. Et la rotation médiale, elle est de 100 à 110 degrés. Donc ça, c'est la rotation médiale maximale pour atteindre l'avant-bras derrière le tronc. Donc ça, c'est le mouvement de la rotation médiale maximale.
Elle est de 100 à 110 degrés. On a aussi le mouvement de la circonduction. Ce mouvement, c'est un mouvement circulaire qui englobe tous les mouvements décrits. Il englobe tous les types de mouvements précédents, c'est-à-dire antépulsion, rétropulsion, abduction, adduction et rotation médiale et latérale. Voilà, le mouvement de circonduction, c'est ce mouvement-là. Le membre thoracique dessine un cercle. Donc, dans ce mouvement, on fait l'antépulsion et la rétropulsion, l'abduction et l'adduction et la rotation médiale et latérale. Il englobe tous les mouvements décrits tout à l'heure. L'anatomie clinique, on a la luxation de l'épaule. Voilà, ça c'est une radio normale avec cavité glénoïde et tête humérale. Voilà l'articulation. Et ça c'est une luxation de l'épaule. Regardez, la tête humérale est déplacée. Il n'y a pas un contact entre les deux surfaces articulaires. Ça c'est la luxation. On peut avoir une fracture de l'épiphyse proximale de l'humérus. Regardez le trait de fracture ici. Comme on peut avoir une arthrose. Voilà, cette radio montre une arthrose de l'articulation scapulo-humérale. C'est quoi l'arthrose? L'arthrose, c'est une maladie qui se manifeste par une douleur et une difficulté à effectuer les mouvements. Elle est due à une dégénérescence du cartilage. Le cartilage qui tapisse les surfaces articulaires peut se dégénérer, c'est-à-dire l'altération du cartilage qui va lui faire perdre ses caractéristiques fonctionnelles normales. Cette dégénérescence peut conduire à une destruction. Le cartilage va se détruire. Une destruction plus ou moins rapide et sa disparition, ce cartilage peut disparaître totalement. Donc il va y avoir une friction et un frottement entre les deux surfaces articulaires. Donc l'arthrose est définie par la dégénérescence et la destruction du cartilage qui encroûte les surfaces articulaires. Donc il va y avoir un frottement entre les surfaces articulaires responsable de douleur et de difficulté d'effectuer les mouvements. Ça, c'est pour l'articulation scapulo-humérale. On verra la deuxième articulation, l'articulation sterno-costo-claviculaire. Voilà sa situation. Sur le plan cutané, sterno entre le sternum, costo entre la première côte et claviculaire, l'extrémité médiale de la clavicule. Donc c'est une articulation qui unit l'extrémité médiale de la clavicule au manubrium sternal et au premier cartilage costal. La première côte s'attache au manubrium sternal par un cartilage costal. C'est une diarthrose en selle. Donc c'est une articulation synoviale en selle. Les surfaces articulaires sont représentées par l'extrémité sternale de la clavicule. C'est une surface articulaire à deux versants, la forme de selle. Sa situation, elle est située à la partie inféro-antérieure de l'extrémité médiale de la clavicule. Cette surface articulaire est située médialement, donc dans l'extrémité médiale de la clavicule, mais sur la face inférieure. La face supérieure de la clavicule est lisse.
c'est la face inférieure de la clavicule qui représente les tubercules et les surfaces articulaires et ainsi de suite. Donc cette surface articulaire occupe la partie inféro-antérieure de l'extrémité médiale de la clavicule, c'est-à-dire la face inférieure de l'extrémité médiale de la clavicule, mais pas toute la face inférieure, la partie antérieure de la face inférieure. Deuxième surface articulaire, c'est l'incisure claviculaire du manubrium sternal. L'incisure claviculaire du manubrium sternal. Ça, c'est le manubrium sternal. Donc, on a le sternum, un os plat qui est formé par trois parties, le manubrium sternal, le corps et l'appendice xiphoïde. Ce qui nous concerne pour le moment, c'est le manubrium sternal qui porte une surface articulaire qui est l'incisure claviculaire du manubrium sternal. C'est une surface située au niveau du bord supérieur du manubrium sternal. Donc cette partie-là du sternum est appelée manubrium sternal. Et le premier cartilage costal. La quatrième surface articulaire est le disque articulaire. C'est un fibrocartilage interposé entre la clavicule et les autres surfaces, entre la clavicule, le manubrium sternal et le cartilage costal. Il est rattaché, comme vous voyez, à la capsule et au premier cartilage costal. Donc voilà, ce schéma représente l'articulation sternocostoclaviculaire. Ça, c'est une vue antérieure et ça, c'est une coupe frontale. Ici, sur le deuxième côté, on a coupé dans le plan frontal l'articulation sternocostoclaviculaire. On ne peut pas voir les surfaces articulaires et les cartilages et la cavité articulaire sur une vue antérieure. Pour qu'on puisse voir ces éléments, il faut faire une coupe frontale. Les moyens d'union, toujours les moyens d'union sont représentés par la capsule et par les ligaments. Même chose ici sur ce schéma, une vue antérieure avec une coupe frontale. Donc la capsule articulaire, elle est faite de deux membranes. La membrane fibreuse qui est mince, voilà. Elle s'insère sur le pourtour des surfaces articulaires. La membrane synoviale, toujours la membrane synoviale, tapisse la face profonde de la membrane fibreuse. Elle est lâche, elle n'est pas épaisse. Les ligaments, on a le ligament sternoclaviculaire antérieur, la même chose en arrière. On a ligament sternoclaviculaire en arrière, c'est-à-dire qui relie le sternum et la clavicule en arrière. Ligament interclaviculaire, ligament jugal. Ligament costoclaviculaire. Donc, ces ligaments vont stabiliser l'articulation sternocostoclaviculaire. Ici, on a juste les ligaments passifs. L'anatomie fonctionnelle, elle assure les mouvements d'élévation et d'abaissement. Les mouvements d'élévation et d'abaissement. Donc, l'élévation, c'est le fait d'élever l'épaule en haut. L'abaissement, le contraire. On abaisse l'épaule en bas. Ces mouvements se font dans un plan frontal. Deuxième mouvement, projection antérieure et projection postérieure. C'est-à-dire on projette l'épaule en avant. On projette pour la projection antérieure postérieure. La projection antérieure, on projette l'épaule en avant et la postérieure, on projette l'épaule vers l'arrière. Ces mouvements se font dans un plan transversal.
La projection antérieure, on peut l'appeler antépulsion. La projection postérieure, c'est la rétropulsion. L'articulation acromioclaviculaire, comme le nom indique, c'est entre l'acromion et l'extrémité latérale de la clavicule. C'est une articulation qui unit le bord médial de l'acromion avec l'extrémité latérale de la clavicule. Voilà sa projection. C'est une diarthrose, c'est une articulation synoviale plane, dont les surfaces articulaires sont planes. Les surfaces articulaires sont du côté de la scapula, on a la facette articulaire claviculaire de la scapula. Voilà l'articulation acromioclaviculaire. C'est une surface plane. Regardez, les surfaces sont planes, de forme ovale, située. La forme, elle est ovale, mais la surface, elle est plane. Elle n'est pas convexe ou concave. Située sur le bord médial de l'acromion. Deuxième surface articulaire, c'est la facette articulaire acromiale de la clavicule. Située à la face inférieure de l'extrémité latérale de la clavicule, elle est aussi plane et ovalaire. Entre les deux, on peut avoir un disque articulaire. Il est présent dans 30% des cas. Ce disque, c'est un fibrocartilage qui rétablit la congruence des surfaces articulaires. Donc, il assure l'adaptation entre les surfaces articulaires. Voilà la facette acromiale de la clavicule. Et voilà la facette claviculaire de la scapula, le disque articulaire. Les moyens d'union, on a la capsule articulaire qui est faite de deux membranes, la membrane fibreuse et la membrane synoviale. La membrane fibreuse, toujours, elle s'insère sur le pourtour des surfaces articulaires. La membrane synoviale, elle la tapisse en dedans et délimite la cavité articulaire. Ça, c'est la coupe du disque articulaire. Les moyens d'union, toujours. On a vu la capsule, maintenant les ligaments. On a le ligament acromioclaviculaire. Le voilà, le ligament acromioclaviculaire. Il est épais et résistant. Et les ligaments coracoclaviculaires, entre l'apophyse coracoïde et la clavicule. Il se compose de deux faisceaux, le ligament trapézoïde et le ligament conoïde. Le ligament trapézoïde, il est antéro-externe, il naît de la face supérieure de la portion horizontale de l'apophyse coracoïde ou du processus coracoïde et se termine sur la face inférieure de la clavicule au niveau de la ligne trapézoïde. Le deuxième ligament, le deuxième faisceau du ligament coracoclaviculaire, c'est le ligament conoïde. Il est perpendiculaire au précédent, c'est-à-dire perpendiculaire au ligament trapézoïde. Il est tendu du bord médial du processus coracoïde jusqu'au tubercule coronoïde qui se trouve sur la face inférieure de la clavicule. Donc pour récapituler, les ligaments de l'articulation acromioclaviculaire, on a ligament acromioclaviculaire et les ligaments coracoclaviculaires. Coracoclaviculaire, entre le processus coracoïde et la clavicule, il est formé de deux faisceaux, ligament trapézoïde et ligament conoïde. Le ligament trapézoïde va de la ligne trapézoïde de la face inférieure de la clavicule vers l'apophyse
coracoïde, et le ligament conoïde, il va du tubercule conoïde de la face inférieure de la clavicule vers l'apophyse coracoïde. L'anatomie fonctionnelle, c'est des surfaces planes, donc les mouvements sont très faibles. On a de très faibles mouvements de glissement qui sont très limités, mais qui se font dans tous les sens. Elle transmet les mouvements de l'articulation sterno-costoclaviculaire à l'articulation scapulo-humérale. Donc les mouvements de l'articulation faits par l'articulation sternoclaviculaire, costoclaviculaire sont transmis à l'articulation scapulo-humérale grâce à l'articulation acromioclaviculaire. Ça, c'est pour les articulations vraies. On va voir maintenant les espaces de glissement. On a le premier espace, c'est l'espace de glissement sous-deltoïdien. Ces espaces ne présentent pas de surface articulaire comme les précédentes articulations. Ce sont de simples espaces, de simples plans de glissement. On a l'espace de glissement sous-deltoïdien, c'est une pseudo-articulation, mais elle est fonctionnelle. C'est une articulation qui fonctionne. C'est un espace de glissement sous-deltoïdien, c'est-à-dire sous le muscle deltoïde. Ça, c'est le muscle deltoïdien. C'est un muscle de l'épaule, du groupe latéral de l'épaule. Voilà, ici on l'a coupé. Tout ça, c'est le muscle. On l'a coupé ici pour montrer l'espace de glissement. Donc l'espace de glissement est formé par une bourse séreuse. C'est une bourse séreuse. La bourse séreuse, c'est quoi? C'est une cavité fermée constituée de tissu conjonctif et qui contient du liquide synovial lubrifiant qui facilite le glissement. Donc on a la tête humérale et la coiffe des rotateurs, les ligaments des muscles qui entourent l'articulation, s'articule avec une voûte en haut, une voûte osteo-ligamentaire, je vais la détailler après, par l'intermédiaire de cette bourse séreuse qui joue le rôle d'un plan de glissement qui est assimilable à une surface articulaire. Les espaces de glissement ne présentent pas de surface articulaire, mais juste un espace de glissement qui facilite le glissement. La constitution, donc voilà, la pseudo-articulation, une vaste bourse séreuse sous-deltoïdienne, comme j'ai dit, c'est une cavité fermée qui contient à l'intérieur du liquide synovial lubrifiant qui facilite le glissement. Voilà la coupe du muscle deltoïde. Cet espace est formé par cette bourse séreuse qui joue le rôle d'un plan de glissement. Elle est située entre en haut, voilà, le toit, la paroi supérieure. On a une voûte acromio-coracoïdienne et le muscle deltoïde. Donc, cet espace a une paroi supérieure ou une voûte, un toit acromio-coracoïdien. Regardez, entre l'acromion et l'apophyse coracoïde reliés par un ligament. Voilà la voûte acromio-coracoïdienne et le muscle deltoïde. Et en bas, cet espace est formé par l'articulation scapulo-humérale. L'articulation scapulo-humérale. Entre ces deux éléments, on a la bourse séreuse sous-deltoïdienne qui joue le rôle d'un plan de glissement. Le deuxième espace de glissement, c'est l'articulation scapulo-thoracique. Comme le nom indique, entre la scapula
et le thorax. Voilà sur une vue postérieure et voilà sur une vue postérieure. C'est une pseudo-articulation, mais qui est fonctionnelle, ou articulation fonctionnelle. C'est un espace de glissement scapulo-thoracique. Elle ne présente pas de surface articulaire, mais juste un plan de glissement entre la face ventrale ou la face antérieure de la scapula, bien sûr qui est tapissée par le muscle subscapulaire, et la face dorsolatérale du thorax qui est tapissée par un muscle qu'on appelle le dentelé antérieur. Ils sont séparés par une bourse séreuse aussi qui assure le glissement. Donc là, pour la fonctionnalité, la scapula est capable de glisser sur le thorax de haut en bas et de dehors en dedans et aussi en rotation. Donc, cet espace permet le glissement de la scapula sur le thorax par l'intermédiaire d'un espace de glissement. Voilà pour le cours. Je vous remercie.